Angélique Chrysaphis, voilà, et on parle moins fort, ça commence aussi avec de la courtoisie. Angélique Chrysaphis, est-ce que le harcèlement est l'objet d'un travail journalistique plus approfondi dans les journaux britanniques en l'occurrence, puisque vous travaillez au Guardian, qu'en France? Bon. La presse populaire, on n'a pas des modèles de vertu. Alors, une question se pose. Dominique Strauss-Kahn, il est au FMI depuis 2007. Si, quand je lis dans la presse française en ce moment, il y a eu des consignes de ne pas lui laisser dans un bureau seul avec une femme, j'ai lu dans le L'Observateur d'ailleurs, s'il y a eu des questions de harcèlement dans la vie publique en France, c'est de l'hypocrisie de ne pas enquêter là-dessus. Alors, répondez, est-ce que vous avez eu des informations précises? Je peux répondre? Allez-y, Laurent Geoffrin. Oui, le problème des ce que vous dites est vrai, ça a été dit par plein de gens. Mais pour le publier, il faut avoir un nom d'une femme, par exemple. Il faut avoir un lieu. Il faut avoir un endroit précis. Il faut avoir des éléments de preuve. Autrement, c'est trop facile. Vous n'avez jamais eu d'éléments de preuve. Mais ça s'appelle l'enquête journalistique. Je vais démontrer le contraire. Comment? Je vais vous démontrer le contraire. On n'a pas publié. Alors attendez, on va laisser parler Yvan Rioufol. On n'a pas publié parce qu'il y a une connivence. Il y a une connivence personnelle, il y a une connivence militante. Attendez, laissez parler Yvan Rioufol, s'il vous plaît, c'est à son tour. Je mets le contexte, si vous me permettez. Il y a une connivence militante de la part de la presse de gauche qui fait un journalisme militant. Parce que la presse de droite a publié ça? Non, oui, la presse de droite aurait dû le publier. C'est vraiment la presse de droite. Je fais mon mea culpa également, c'est que j'ai été également intimidé par ce conformisme-là. Et mon exemple est celui-ci. Personne dans la presse de gauche chez vous, vos confrères de Marianne, ne s'est gêné pour faire des enquêtes sur la personnalité de Nicolas Sarkozy. Marianne a fait une une, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais je ne parle pas de vous cette fois-ci. A fait une une en titrant « Est-ce que Sarkozy est-il fou ?», en suggérant qu'il aille voir un médecin. Ça a été repris ensuite par la meute, si je puis dire, et ça a d'ailleurs nourri l'anti-sarkozysme. Sans prendre parti, c'est un peu un autre registre. Non, mais si, non, c'est le même. Attendez, c'est exactement la même chose. On parle on a des pudeurs de chaisière pour dire qu'on ne pouvait pas parler de Dominique Strauss-Kahn, et on n'en a pas eu pour parler des possibles déviances psychologiques de Nicolas Sarkozy. Eh bien, je dis qu'on aurait dû faire au moins le même travail sur Dominique Strauss-Kahn, sachant de plus qu'il y avait un certain nombre de témoignages, de livres, de révélations qui étaient dans le domaine public. Justement, Yvan, t'as pas lu tous ces livres, t'as pas lu tous nos articles, tu n'as pas écouté Canteloup, Girard à la radio tous les matins. Mais enfin, c'était dans le domaine public tous les matins. Mais enfin, c'était dans le domaine public. Il ne fallait pas laisser ça précisément aux humoristes. Mais non, c'est précisément là où je veux en venir, c'est que c'est pas aux humoristes de faire ça. C'était aussi à nous, non pas de dénoncer, mais de mettre en alerte et de mettre ça dans le débat public. C'est pour ça que je trouve insupportable d'entendre qu'on n'avait pas à mettre en doute ce qui était malgré tout une sorte de Est-ce qu'on peut écouter Hélène Jouan et puis on aura une information à vous donner de New York dans un instant. Hélène, est-ce que vous avez été, est-ce que d'abord vous avez le sentiment qu'effectivement il y a une omerta sur ces sujets? Et puis en tant que femme, est-ce que vous avez été le témoin, est-ce que vous avez reçu des confidences ou est-ce que vous-même vous avez été confronté à une drague insistante qui peut s'apparenter à du harcèlement? Je ne suis pas là pour être le témoin de moralité, d'amoralité ou d'immoralité de Dominique Strauss-Kahn. Non, je n'ai pas été harcelée ni par Dominique Strauss-Kahn ni par d'autres. Après, il y a un comportement de certains hommes politiques français vis-à-vis des journalistes féminines qui est effectivement un comportement qui peut parfois nous mettre très mal à l'aise. Donc, très mal à l'aise. Oui, mal à l'aise, parce que c'est pas forcément facile quand on débarque dans ce métier d'avoir éventuellement à faire face à effectivement des comportements qui ne sont pas des comportements normaux. Je pense qu'en plus il y a des comportements générationnels, que ça change, qu'on ne voit pas ça avec des hommes politiques aujourd'hui plus jeunes. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec Dominique Strauss-Kahn, et encore une fois, ça n'en fait ni un coupable ni un innocent. Je ne sais pas ce que la justice américaine va donner. Quand même, c'est un choc, c'est une sidération pour nous tous et ça nous fait réfléchir effectivement sur nos pratiques. Alors ça nous fait réfléchir, c'est facile puisqu'on connaît presque la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'on se dit « Ah oui, il y a peut-être eu quelque chose ». Donc et effectivement, il ne faut pas dire tout ce dont on pouvait se douter éventuellement avant n'avait rien à voir avec le crime. Donc déjà, on ne pouvait pas présager qu'il pouvait être violeur. Autrement, mon Dieu, on va enfermer tous les gens qui ne sont pas passés à l'acte en tant que criminels ne sont pas des criminels. Autrement, je peux dire une phrase que vous nous avez dit au téléphone quand on a préparé cette émission, que vous avez peut-être du mal à dire ici sur ce plateau parce qu'il y a beaucoup de monde et que c'est un autre contexte. Vous avez dit à un moment donné, j'ai failli raccrocher, j'ai failli quitter ce métier de journaliste parce que c'était pénible. Début, de quoi parlez-vous exactement ?
Je parle de certaines de pratiques. Là, je ne parle pas de Dominique Strauss-Kahn en particulier. Je parle dans des universités d'été où des députés sont venus frapper à ma porte d'hôtel. Je parle effectivement de quelques SMS. Je parle, mais je ne suis pas... Y compris de Dominique Strauss-Kahn ? Non. Enfin, de SMS. Je n'ai pas été harcelée par Dominique Strauss-Kahn, donc je n'ai pas du tout envie tout à coup de passer pour une victime de Dominique Strauss-Kahn. On a fait une émission ensemble, mais je me demande même si ce n'était pas avec Franck-Olivier Gisbert, parce que c'était une émission qui s'appelait Le Franc-Parler à l'époque. Et donc voilà, il y a eu un échange de SMS qui n'était pas des SMS de harcèlement. Pourquoi personne ne l'écrit jamais si cela va jusqu'au point d'inciter quelqu'un à, de temps en temps, se dire « je vais renoncer à ce métier » ? Parce qu'effectivement, je crois que c'est culturel d'abord. Et c'est quelque chose qui est difficile pour une femme à dire. Quand on rentre dans son bureau, dans un service politique, on dit « dis donc ». Voilà, c'est pas facile à dire, mais c'est pas propre au journalisme politique. C'est propre, je vis dans un milieu professionnel et il y a plein de gens qui vivent, plein de femmes qui vivent dans ce milieu-là. C'est aussi une façon de se comporter des hommes qui sont aussi, qui ne sont pas que les hommes politiques. Voilà. Les hommes de pouvoir ont un réel problème. La société française dans son ensemble est encore très machiste et encore très misogyne. Et il y a des comportements qui, effectivement... Alors après, on apprend à les gérer personnellement. Peut-être que nous-mêmes, les femmes, n'avons pas encore, je pense, justement, suffisamment de force pour aller parfois dénoncer des choses. Après, il faut dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. On est aussi capable, personnellement, de gérer un certain nombre de situations, de séduction qui peuvent être des comportements normaux. On poursuit ce débat dans un instant, mais qui est avec nous, journaliste au Guardian, quand vous avez écouté Hélène Jouan dire que, eh bien, finalement, au fond, ces pratiques entre journalistes et hommes politiques, c'était un peu le reflet d'un état d'esprit général de la société. Est-ce qu'en Grande-Bretagne, vous avez vécu des expériences similaires à celles d'Hélène, qui auraient pu, à certains moments, plus que vous agacer, même vous décourager, vous écœurer? Est-ce que ça a existé dans votre parcours ? Non, je pense que ça existe un peu partout, mais la différence, c'est que je dirais qu'en Angleterre, on publiera ça. Donc, on va tout de suite dans la vie privée, on va tout de suite dans le harcèlement et on le publie. Par exemple, si on dresse un portrait d'un homme politique, et surtout cet homme politique s'affiche en couple, par exemple, Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair qui se met en scène leur vie familiale, leur vie en couple, on l'a vu dans le documentaire récemment. Si ça se fait, on pense qu'on a le droit d'exposer l'hypocrisie si ça existe. Donc, si un homme politique... S'il y a adultère, vous vous sentez en droit de le dire? En Angleterre, oui. Si il y a une différence entre la réalité et un homme politique s'affiche délibérément au public pour montrer sa vie en couple. Je vous donne la parole, Laurent Geoffrin, mais simplement un mot. Si vous aviez vécu, Angélique, la même expérience qu'Hélène, c'est-à-dire une drague un peu ou même parfois très insistante, est-ce que vous l'auriez écrit? Tout à fait. Quand on dresse un portrait d'un homme politique, oui, absolument. J'ai jamais vécu ça en France, j'ai jamais vécu ça en Angleterre. Mais vous l'auriez écrit sans être l'objet de l'opprobre général? J'aurais porté plainte, mais c'est peut-être une différence de génération, si c'était le cas dans l'homme politique. Mais si j'ai eu, on parle de la drague, ça, on met tout de suite dans le portrait d'un homme politique. Oui. Je vous ai souligné une contradiction qui est la suivante. La démocratie de masse, c'est personnalisation évidente, beaucoup de médias, donc on observe les individus, les couples, les candidats, et comme vous avez dit, très souvent, pour satisfaire un besoin de personnalisation, les candidats politiques dans tous les pays démocratiques arrivent avec leurs gosses ou leurs femmes. Et donc on dit finalement c'est normal, c'est une des conditions de la personnification, de l'identification, donc on considère que c'est plutôt un progrès qu'on passe de la vie publique à la vie privée. Ce faisant, tous les hommes et toutes les femmes ont des vies privées évidemment compliquées, et la question est de savoir à partir de quel moment est-ce que ça donne le droit à des journalistes ou à des écrivains de passer les demi-vérités et les demi-mensonges que chacun gère dans sa vie pour dire, ben oui, parce que c'est quand même un problème pour chacun d'entre nous. Donc par conséquent, attention aux justiciers. Et en même temps, on est dans une logique absolument difficile à gérer. C'est normal qu'au titre, on élit des individus, donc on essaie de voir leur parcours familial, leurs amis, etc. Évidemment, la vie est compliquée pour chacun d'entre nous. Donc ça dérape. Donc la question est de savoir, à partir de quand est-ce que la presse, parce qu'il y a des dérapages, doit se transformer en justicier pour expliquer ses contradictions, à partir de quel moment elle doit laisser flotter, et à partir de quel moment il y a un vrai problème. Mais je veux dire, c'est pas seulement les rapports entre la presse et les hommes politiques, là. C'est les problèmes entre le modèle politique, la démocratisation, qui est quand même un progrès de voir l'homme dans ses qualités et ses défauts, l'immense concurrence des médias entre eux, dont on n'a pas du tout parlé ici, non seulement les médias, presse écrite, radio, télévision, mais aujourd'hui, l'immense concurrence que crée Internet. Donc vous avez la politique, les médias, les justiciers qui se baladent partout,
l'ambivalence qu'on a toujours sur la vie privée, où on ne sait pas si c'est un regard de citoyen que les gens ont, ou si c'est un regard de voyeur et un peu pervers. Donc pour arriver à faire la part des choses là-dedans, j'ai envie de dire, allons-y très doucement et avec beaucoup de modestie mutuelle, parce qu'un, personne n'est à l'abri des contradictions, et deuxièmement, in fine, ça risque de porter plus d'inconvénients à la démocratie ouverte et médiatisée que l'inverse. J'ajoute que la solution inverse n'est pas de rentrer dans du puritanisme. C'est un progrès plutôt qu'en Europe, on soit plus ouvert là-dessus qu'aux États-Unis. Mais il faut arriver à gérer cette contradiction et arrêter de penser que si on peut coincer un homme politique ou une femme dans ces contradictions de la vie privée, alors il faut absolument le dire au nom de la vérité. Vous savez, il n'y a rien de pire que l'idéologie de la transparence. Il n'y a rien de pire que l'idéologie des justiciers. Et il n'y a rien de pire de ceux qui s'imaginent, je m'excuse pour une seconde, qui s'imaginent qu'au nom du droit à l'information, on doit tout dire. Il n'y a rien de pire que l'idéologie de l'étouffement aussi, il faut rajouter ça aussi. Mais objectivement, avec le nombre de médias qu'il y a en Europe, l'Internet et compagnie, c'est quand même pas demain qu'une chose sera étouffée. On est même dans une folie inverse, puisqu'on pense que le média d'à côté a dit quelque chose, on court encore plus vite pour essayer de trouver une autre révélation. Alors, dans un instant, je vais vous montrer un sondage qui va peut-être vous surprendre sur ce que les Français pensent du traitement des médias, de la vie privée des hommes politiques. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une digue, David. Il y a une digue depuis des années. Il y a une digue. Enfin, c'est une digue qui a été instituée depuis des décennies. Et cette digue, à mon avis, elle est en train de flageoler. Et un jour, elle va se briser. Les Français souhaitent qu'elle perdure. Parce qu'il y a la loi. Il y a la loi pour l'instant. Cette loi perdure. Mais moi aussi, je suppose que c'est vrai. Mais on sent très bien. Je pense que le respect de la vie privée est un acquis. Mais le problème aujourd'hui qui se pose à notre profession, c'est pas le respect de la vie privée. Nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il faut la respecter. Le problème qui se pose aujourd'hui à notre profession, c'est le manque de curiosité et effectivement l'autocensure